Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti, Culture et Perspective. Revenons dans l'histoire d'Haïti. En 1789, la colonie de Saint-Domingue est extrêmement riche. La France tire profit de cette richesse et se développe. Tandis qu'à l'intérieur de la colonie, les mécontentements se développent. Chez les grands planteurs, chez les petits blancs, chez les affranchis, mais aussi chez les esclaves. Cependant, c'est le mécontentement de ces derniers qui va faire basculer le destin de Saint-Domingue. On en parle? Entre 1720 et 1724, la colonie de Saint-Domingue est secouée par des vagues sans précédent de contestation. Mais les mécontents ne sont pas les esclaves les plus mal lotis de la société coloniale, les exploités de jour comme de nuit, mais ils se trouvent dans le camp des habitants français de la société coloniale. Que demandent-ils? Que le privilège du commerce d'esclaves ne soit pas réservé à une société privée, la Compagnie des Indes, et de quelques courtisans du roi. Ce qu'ils demandent, tout en prenant la précaution de jurer fidélité au roi, afin de ne pas fâcher la noblesse hyperpuissante du pays, c'est la libéralisation du commerce d'esclaves. Ils proclament que c'est leur droit d'être des bourgeois, à savoir de posséder, y compris des esclaves. La révolte s'arrête quand le gouverneur Sorel impose un traité signé à Léogane le 27 décembre 1722. 2 ans plus tard, les petits planteurs de Saint-Domingue et la grande bourgeoisie mercantile ont gain de cause, puisque la Compagnie des Indes perd le privilège du commerce international des esclaves. Ce fut le premier gros coup du capitalisme mercantile. Mais les mécontentements ne font que commencer, et ils vont devenir structurels, c'est-à-dire liés à la grammaire coloniale même, au système intrinsèque. Mais pour comprendre ce phénomène, il importe d'analyser le structuralisme de la société coloniale. Il faut comprendre les différents pouvoirs, la structure économique et les stratifications sociales et raciales. En 1789, toutes les couches sociales ne bénéficient pas des avantages de la révolution de la canne à sucre. Certaines voient leurs conditions de vie s'empirer. C'est le cas de ces Blancs qui vont être les perdants de ces nouveaux partages. Jusque-là, Saint-Domingue est appelé le paradis des Français, lieu où les Blancs bénéficient de toutes sortes de privilèges. Mais une nouvelle classe de perdants va végéter dans la pauvreté et la précarité. Ceux qui sont venus dans la colonie pour s'assurer un enrichissement inévitable doivent déchanter. Ce contexte particulier dans lequel les Blancs, parmi les puissances impériales, et à l'intérieur même de la société coloniale française, n'ont pas les mêmes intérêts, va constituer un nid dans lequel va naître peu à peu les embryons de la révolution haïtienne. En effet, les grandes plantations sucrières vont permettre la paupérisation des petits producteurs. Ces derniers se trouvent désormais dans l'incapacité de tenir la concurrence avec le big business du sucre domingois qui ne répond qu'à la loi du marché mondial. Naît alors une sous-classe sociale appelée les petits blancs ou blancs manants, aussi pauvres que les esclaves et forcément envieux, racistes et violents. Voilà en réalité la naissance des premiers mécontents, une bombe à retardement conjoncturel et structurel. L'exploitation de la canne à sucre nécessite une main-d'œuvre abondante, travailleuse et disciplinée. Les Grands Blancs vont pousser l'exploitation des esclaves à son paroxysme. Avec l'aide de l'État français, ils vont devenir de plus en plus inhumains. Le blanc naît et grandit avec la conviction que le noir est fait pour servir. Ainsi, non seulement l'esclavage devient un crime contre l'humanité, mais c'est aussi l'aboutissement le plus saisissant et le plus puissant du racisme systémique. Ainsi, en 1789, la révolution de la canne va également provoquer une forte concentration d'esclaves sur les plantations et l'aggravation de leurs conditions de vie et de travail.
leur présence toujours plus nombreuse constitue en permanence un climat d'insécurité pour les Blancs. Et autant le dire tout de suite, jamais les esclaves se sont laissés animaliser sans résistance. Jamais. Chaque période a eu sa tête pensante, son brave, son stratège. Le créole va être inventé pour réaliser le premier panafricanisme culturel de l'histoire, avec des populations venues des 4 coins d'Afrique qui parlent désormais une langue commune. En ce sens, le créole sera le premier grand ennemi du système esclavagiste. De même que les esclaves vont inventer une religion dans laquelle ils vont puiser leur force, le vaudou inspiré des rites d'Afrique. Le vaudou aussi sera l'ennemi de l'esclavage. Là où le catholicisme prêche la résignation, le vaudou pousse à la révolte, d'abord via le marronnage, puis par l'intermédiaire des luttes longues et douloureuses. Les esclaves s'installeront dans un mécontentement structurel, contrairement à celui des petits blancs, qui lui est plutôt conjoncturel. La démographie coloniale va exploser. En effet, il y aura à la fois plus d'esclaves à Saint-Domingue, plus de blancs, à savoir des gens issus de la métropole, de toutes les catégories sociales, y compris des plus hautes sphères de la noblesse, qui arrivent dans la colonie dans l'espoir d'y faire fortune. Par conséquent, il y aura plus de blancs qui couchent avec des noirs, plus de viols et d'abus sexuels aussi. Des contextes douteux de procréation, qui vont donner naissance à une nouvelle classe de mulâtres par un simple effet d'abus, de probabilité et d'abondance. Aux yeux du blanc, le noir devint une bête de somme, et le mulâtre, un monstre, un mulet, produit du crime de bestialité. Mais dans les faits, le métis avait les mêmes privilèges que le blanc, ce qui fera de lui un élément difficile à rallier aux intérêts des esclaves, de se libérer de la servitude. De son côté, ses revendications seront souvent sélectives et son mécontentement pas forcément radical. On verra que certains mulâtres prendront du temps avant de remettre en question le système colonial inhumain. Plusieurs classes et castes sociales vont naître à Saint-Domingue. Pour rappel, la classe est déterminée en fonction de la possession, alors que la caste est liée aux caractéristiques ethniques. D'ailleurs, le mot vient du portugais casta, qui renvoie à la conception de lignée, voire même de race. L'historien haïtien Thomas Madiou nous aide à comprendre la stratification sociale à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. En effet, il écrit ceci. La société coloniale était établie. Le blanc y jouissait de toutes sortes de privilèges, et la belle île où il dominait était à juste titre déjà appelée le paradis des Français. Mais l'esclave était confondu avec le bétail, et l'affranchi de couleur et noir vivait sous le poids du mépris des Blancs. Ce constat va guider toutes les stratégies dans la colonie de Saint-Domingue, jusqu'en 1804, et peut-être même encore aujourd'hui. L'historien haïtien va même définir pour nous le mot « affranchi ». Les affranchis étaient des mulâtres la plupart issus de blancs et de noirs et des noirs émancipés par leurs maîtres. Résumons. Il existe à la fin du XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue 3 grandes castes au sens portugais, donc étymologique du terme. Les blancs, les mulâtres et les noirs. Mais la stratification sociale, à savoir les classes sociales, sont plus complexes à saisir dans la colonie. On distingue donc les catégories suivantes. Issus de la caste des blancs, les grands propriétaires blancs, les fonctionnaires coloniaux et les petits blancs. Issus de la caste des métis, les métis libres et les métis non libres. Issus de la caste des noirs, les noirs libres, les noirs esclavagisés créoles, à savoir ceux qui sont nés dans la colonie, et enfin, les noirs esclavagisés nés en Afrique, appelés péjorativement les bossals. Cette ultime catégorisation est fondamentale pour comprendre les différences de vision qui peuvent exister dans le camp des Noirs de Saint-Domingue. Cette dernière catégorie va jouer un rôle important dans le marronnage, par exemple. Et ces Noirs seront des étrangers absolus de ce nouveau régime et de ce nouveau pays. Cette dernière catégorisation est enfin l'ultime cartouche dans l'arme coloniale de la tactique du diviser pour régner. On reviendrait sur Haïti, culture et perspective, sur cette opposition fondamentale entre les Noirs créoles et les Noirs bossals, à la lumière de l'ouvrage de Gérard Barthélemy, Créole bossal, conflit en Haïti. C'est officiel,
Au moment du déclenchement de la Révolution française, la situation est explosive également dans la principale colonie française, c'est-à-dire Saint-Domingue. Qui va profiter de cette situation? Abonnez-vous pour entrer dans le contexte de la Révolution haïtienne. Abonnez-vous pour ce voyage dans une histoire extraordinaire. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à la culture, à l'histoire, à la littérature de la première République noire de l'humanité.